C'est les Américains qui vont convaincre les Américains de ne pas changer l'ALENA, mais de l'améliorer, mais de ne pas créer une rupture. Alors, tous les chiffres sont en dollars US, les sources de données viennent des États-Unis et sont faites pour, dans cette dynamique-là. Il y a 9,5 millions d'Américains aujourd'hui qui travaillent partiellement des échanges économiques avec le Canada dans les cadres de l'ALENA, puis vous en ajoutez 5 millions avec le Mexique. Notre problème, c'est qu'ils ne le savent pas. Le Canada est le client numéro 1 de 35 États américains. Il y a 600 milliards d'échanges de biens et de services et 600 milliards d'investissements. Quand on regarde ces chiffres-là, de l'ensemble des échanges de la partie du haut entre le Canada et les États-Unis en dollars US, 627 milliards d'échanges, et quand on prend biens et services, les États-Unis sont en surplus. Et l'agriculture, qui est à l'intérieur de ces chiffres-là, sont en équilibre. Ils exportent 23 milliards et importent 22 milliards, en surplus de milliards, mais disons globalement, ils sont en équilibre. Et on sait que pour les agriculteurs américains, le Mexique est leur client numéro 1, puis le Canada est deuxième Mexico, en 2e, 3e position, mais ce serait un désastre, cette rupture qui pourrait exister. D'ailleurs, c'est intéressant de voir des articles qui sortent de Washington, Will Agriculture Save NAFTA, parce que les agriculteurs américains se réveillent actuellement et commencent à dire « faites attention à ce qui se passe », et eux, c'est le territoire Trump. Ils sont dans le territoire qui ont élu M. Trump. Et en plus de ces échanges de 600 milliards, au fond, les chaînes de valeur sont tellement intégrées que bien malin celui qui pense qu'il est capable d'enlever, je dis ça, ma femme trouve que c'est pas un bon exemple, moi je l'aime encore, mais tu sais, une assiette de spaghettis, sauce à la viande, puis tu penses que tu es capable de prendre 2 nouilles, puis de les sortir de ça, puis pas échapper de la sauce. Les chaînes de valeur sont tellement intégrées que pensez que vous allez pouvoir changer un morceau, on parlait d'automobile tout à l'heure, sans créer un déséquilibre économique et une perturbation importante dans ce qui a été l'ancêtre du libre-échange dans le monde, qui est le plus grand et ça permet la gestion de l'offre. Je ne devrais pas dire ça comme ça, je devrais dire ça avec un grand enthousiasme, parce que je suis enthousiaste sur la gestion de l'offre. Vous connaissez, c'est un important secteur économique, évidemment, au Canada, non seulement au niveau des producteurs, mais aussi au niveau de la transformation, parce que les gens regardent souvent les producteurs dans la gestion de l'offre, mais s'imaginent, certains jeunes un peu plus à droite qui veulent la liberté dans tout, s'imaginent que si on faisait ça, ça leur baisserait leur prix, mais tout notre secteur de la transformation, qui est notre plus grand secteur manufacturier, au fond, au Québec, serait à l'abri. Mais non, évidemment, s'il n'y avait pas de gestion de l'offre, il y aurait une perturbation majeure dans l'ensemble de l'économie agricole de ce secteur-là, mais qui a un impact important sur les transformateurs. Puis la gestion de l'offre, c'est aussi, fondamentalement, c'est notre économie régionale. C'est pas juste des échanges et la compétitivité des entreprises. Si on prend, vous avez à peu près 1 millier d'établissements, des milliers de fermes laitières, et si ça s'était remis en question, et fondamentalement, c'est l'économie des régions qui est remise en question. On a un vaste territoire. Alors, au fond, c'est non négociable. Point. C'est simple, c'est clair. Laurent Lessard, qui est avec vous ce soir, moi, ça a été mon collègue. Il était ministre de l'Agriculture 3 ou 4 fois, Laurent. C'est un collègue et un ami avec lequel j'ai eu beaucoup de plaisir à la fois quand j'étais à l'industrie, puis par la suite aux finances. Mais c'est vrai pour Dominique Anglade, c'est vrai pour le premier ministre Couillard, c'est vrai pour tous les partis, là, quel que soit votre parti politique, aussi à Ottawa. C'est vrai en Ontario aussi. C'est un pilier de notre économie agroalimentaire et ça va le demeurer. Puis c'est je vous dirais, ultimement, je fais très attention à ce que je dis, j'essaie juste de dire des choses qui ont été dites publiquement, de ne pas parler de ce qui se passe à la table de négociation comme telle, sauf ce que les États-Unis en révèlent, mais Mme Freeland a clairement dit si les Américains ne voulaient pas de gestion de l'offre, on signe pas le point. Puis par ailleurs, au-delà de ce qui va bien, il y a ce qui nous est tombé dessus, que j'appelle gentiment les propositions non conventionnelles qui viennent de la Maison-Blanche. Et dont il y en a une dizaine qui, certaines sont absurdes, certaines c'est du jamais vu. Les négociateurs américains, c'est des grands professionnels, mais quand ils sont aux tables, fondamentalement, à un moment donné, ils disent « celle-là, ça vient de la Maison-Blanche », just comes from the administration. Ça veut dire presque qu'ils n'y croient pas.
ils ne diront jamais, ils défendent, etc. Ils n'ont pas le choix. La dernière journée, l'élimination graduelle de la gestion de l'offre, ils ont mis ça sur la table le vendredi d'abord sur le secteur laitier. C'était une déstructuration de l'intérieur. Il abolissait 4-5, suggérait d'abolir 4-5 classes de lait. Puis finalement, le dimanche après-midi, c'est une élimination graduelle de la gestion de l'offre sur une période de 10 ans. Alors, c'est là, c'est sur la table, et je dois vous dire que la position canadienne, c'est même pas d'en discuter.